L'impasse semble donc totale au Proche-Orient. Les États-Unis viennent de mettre leur veto à un appel du Conseil de sécurité de l'ONU pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Gaza où la situation s'aggrave. 90% des enfants palestiniens de moins de 5 ans sont touchés par une ou plusieurs maladies infectieuses. C'est ce que révèle un rapport dévoilé hier lundi par l'UNICEF, l'OMS et le Programme alimentaire mondial. Avec nous pour en parler, Jean-Paul Chaliono, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite des universités, président de l'IREMO, l'Institut d'études et de recherche Méditerranée Moyen-Orient. Je signale deux de vos ouvrages, le plus récent, paru il y a quelques mois, quelques semaines. Il s'agit de l'Atlas du Moyen-Orient aux racines de la violence. Et puis, Israël-Palestine, la défaite du vainqueur, édition Sinbad, Actes Sud. Commençons par l'actualité donc. Un veto américain à un cessez-le-feu immédiat. Comment l'analysez-vous ? Je trouve ça consternant, puisque d'un côté, les États-Unis n'arrêtent pas de dire que la situation est absolument catastrophique, qu'une attaque terrestre d'Israël à Rafah serait un désastre. Je cite les officiels américains, qu'il faut impérativement qu'on donne aux Palestiniens de Gaza un peu d'espoir, et surtout l'essentiel que vous avez évoqué, notamment à propos des enfants, c'est-à-dire une aide alimentaire, une aide sanitaire. Il n'y a plus rien. Et donc d'un côté, et de l'autre, ils fournissent des armes à Israël, ils continuent à le faire, et ils viennent donc de bloquer une résolution appelant à un cessez-le-feu. C'est terrible, parce que ça signifie qu'au fond, ils vont aller exactement dans le sens d'Israël, et dans ce sens-là, c'est précisément ce que eux-mêmes dénoncent, un désastre, quoi. Et nous sommes déjà dans un désastre humanitaire. En plus, comme vous le savez mieux que personne en tant que journaliste, il y a très peu d'images qui viennent de Gaza, finalement, et on n'a sans doute pas idée de la gravité vraiment tragique, et je pèse mes mots, de ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. On a quelques bribes comme ça, il y a quelques images qui viennent notamment, par exemple, des soldats israéliens qui filment leur propre destruction de bâtiments, des choses comme ça, mais on les voit pas vraiment. Donc il y a une espèce de décalage complet entre la réalité d'une situation qui est, j'allais dire, historiquement dramatique, vraiment. On n'a pas vu ça depuis si longtemps, dans des conditions aussi terribles, et cette inaction du Conseil de sécurité qui est en responsabilité justement de tout cela, en raison de la politique américaine. Et pour Biden, ça risque de lui retomber dessus, parce qu'il y a aussi des contradictions importantes au sein du Parti démocrate, et ils sont isolés aujourd'hui. Même les Européens, qui sont quand même pas des foudres de guerre sur le plan diplomatique, je veux dire, appellent aussi d'une manière ou d'une autre à des trêves. Ils disent pas toujours cesser le feu, mais enfin, tout le monde dit qu'il faut s'arrêter, quoi. Vous parlez de contradiction, mais pourquoi ce veto des États-Unis et de l'administration Biden ? Parce que je crois qu'ils vont jusqu'au bout dans leur soutien à Israël. Les Israéliens, et en particulier ce gouvernement-là, estiment qu'il faut, pour gagner la guerre, éradiquer le Hamas. Ce qui est un contresens. Ils ne vont pas éradiquer le Hamas, même s'ils vont certainement l'affaiblir très, très, très sérieusement, mais ils vont pas l'éradiquer. Aujourd'hui, en Cisjordanie, par exemple, il est très populaire, et dans bien d'autres endroits, chez les Palestiniens, dans d'autres pays, et sans doute dans le monde arabe. Donc ils vont pas l'éradiquer. Au contraire, à mon avis, d'une certaine manière, d'un point de vue politique, ils le renforcent. Mais bon, les Américains sont dans cette posture qui consiste à soutenir, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, cette politique désastreuse. Même si le ton d'Anthony Blinken, qui multiplie les navettes au Proche et Moyen-Orient, a changé ? Oui, il a changé, mais ensuite, quand il s'agit d'agir par un acte majeur, comme un vote au Conseil de sécurité qui pourrait tout changer, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a ce veto dont vous parlez. Et donc, on est dans une impasse complète. Mais les États-Unis sont les seuls qui peuvent dire à Israël de ne pas mener cette opération terrestre à Rafah, à la frontière égyptienne. Bien sûr, bien sûr. Et là, au contraire, il lui donne quelque part un blanc-seing. Allez-y, mais faites vite. Mais ce qui est absurde. Et on risque d'avoir bientôt un engrenage de violence non maîtrisée, avec ce que cela peut impliquer pour les 1,4 million Gazaouis qui se retrouvent à Rafah, et notamment, comme on le dit beaucoup maintenant, mais depuis déjà des semaines et des semaines, qu'ils passent la frontière vers l'Égypte. L'Égypte se prépare même à cette éventualité, même si évidemment les Égyptiens n'en veulent pas, mais ça pourrait se passer. Donc mais quelle serait justement la conséquence d'un assaut terrestre à Rafah de l'armée israélienne ?
Bah écoutez, quand vous avez plus d'1 million de personnes qui sont déjà dans le dénuement le plus total, ça veut dire un désastre humanitaire absolu, quoi, pour un résultat militaire qui sera forcément à peu près nul, parce que j'imagine que les dirigeants du Hamas ont prévu tout cela et auront d'autres possibilités pour s'exfiltrer d'une manière ou d'une autre. Mais pour la population, en plus, ils sont véritablement, j'aime pas ce terme, mais ils sont entassés sur une superficie quand même d'une ville comme Rafah qui fait environ 300 ou 250 000 habitants habituellement. Là, il y en a plus d'1 million, 1,2 million, 1,3 million. Et c'est par là aussi, c'est très important, que transite toute l'aide humanitaire, sanitaire par Rafah. Donc s'il y a à cet endroit-là une offensive terrestre, ça veut dire que toute l'aide humanitaire et sanitaire ne pourra plus passer. Donc on va vers un chaos absolu, quoi. Israël dit, en quelque sorte, la balle est dans le camp du Hamas. Israël a posé un ultimatum au mouvement palestinien en disant, d'ici le Ramadan, autour du 10 mars, soit vous libérez les otages israéliens et on n'intervient pas. Si vous ne les avez pas libérés à cette date, on intervient au sol. Pourquoi le Hamas ne libère pas les otages pour éviter cette opération terrestre? Je pense que le Hamas va aller aussi au bout de leur logique, qui sont tous les deux dans des logiques mortifères. Hein. Et c'est pas récent. Si vous prenez l'histoire de ce conflit israélo-palestinien, si on évoquait tout à l'heure hors antenne Oslo, qui a torpillé Oslo? C'est Netanyahou, qui était déjà, il faut s'en souvenir, Premier ministre entre 1996 et 1999, et le Hamas, qui n'en voulait pas non plus des accords d'Oslo. Donc depuis 30 ans, ils sont dans un face-à-face mortifère qui nous conduit à cette situation terrible, quoi. Et donc on est vraiment dans... C'est pas simplement une impasse stratégique, car c'est une impasse stratégique, cette guerre. Ça ne débouchera sur rien s'il n'y a pas une sortie par le haut. C'est pas le militaire qui peut régler tout ça. Mais en plus, il y a cette dimension, je dirais presque... Je vais enlever même le mot humanitaire. Je veux dire, dimension humaine, quoi. Le chiffre que vous avez rappelé à l'instant de l'UNICEF, c'est-à-dire que 90% des enfants de moins de 5 ou 6 ans sont atteints d'une maladie infectieuse parce que c'est soit la famine, enfin le manque de nourriture, et puis les épidémies parce que le sol et l'air sont très largement pollués par tous les bombardements et tout ce qui s'est passé depuis plusieurs mois. Eh bien, rien que ça, sur le plan humain, on devrait arrêter ça. On devrait arrêter ça. Et non, ça continue dans cette logique qui va aboutir surtout à produire de plus en plus de gens palestiniens qui voudront se venger, parce que c'est ce cycle tragique, on le connaît depuis longtemps, mais là, il est porté à incandescence, en quelque sorte. On a donc cette situation qui dure depuis plus de 4 mois, depuis le 7 octobre, pardon, les attaques du Hamas en Israël. L'objectif affiché par le gouvernement israélien, c'est d'éradiquer le Hamas. Quel bilan tirer sur le plan militaire? Écoutez, il a sans doute porté un coup très fort à l'infrastructure militaire, encore qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Mais c'est vrai qu'en particulier sur tout ce qui est la dimension matérielle et concrète des tunnels, là, il y a eu des avancées. Mais bon, la question se pose globalement. Nous sommes dans un conflit, un affrontement entre deux peuples. C'est pas par le militaire qu'on va régler les choses. Ça, c'est la première remarque. Et la seconde remarque, je cite toujours l'exemple du cheikh Yassine, Cher Yassine, qui était le fondateur du Hamas. Nous sommes en 2004, en mars 2004, il est assassiné par Israël. Nous sommes à la fin de la deuxième intifada. Ensuite, il y a son remplaçant immédiatement qui est nommé, qui s'appelle Al-Rantissi. Il est exactement dans les mêmes conditions, un hélicoptère qui envoie un missile sur Rantissi qui est assassiné. Autrement dit, les deux dirigeants, en l'espace de 2 mois, sont assassinés. Est-ce que ça a, en quelque façon que ce soit, gêné la progression, l'implantation, l'enracinement du Hamas? La réponse est non. Et j'ajouterais qu'un des collaborateurs les plus proches du Cher Yassine, dans les années 90, son secrétaire, vous savez son nom, c'était Ismaël Haniyeh, qui est aujourd'hui le chef politique du Hamas. Donc nous avons affaire, on dit organisation terroriste, mais c'est aussi une organisation politique qui fait partie de l'histoire du peuple palestinien, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. C'est une réalité. S'il y avait des élections demain libres, alors c'est vraiment pas évidemment le contexte aujourd'hui qui peut le permettre, mais il est très probable que le Hamas les emporterait, ou en tout cas aurait un score très important. Parce qu'il incarne, là aussi, beaucoup de gens, ça choque beaucoup de gens, mais il incarne pour les Palestiniens la résistance. C'est aussi simple que ça, quoi. Et par conséquent, il faut sortir par le haut. Et les débats dont on va peut-être parler à la Cour internationale de justice aujourd'hui rappellent justement les fondamentaux. Et c'est ça qui est important. Et c'est-à-dire, il faut un règlement politique global. Et alors, on en parle beaucoup ces temps-ci, mais il faut qu'on y aille. Et c'est pas ce que font les Américains aujourd'hui au Conseil de sécurité qui va permettre d'aller dans cette direction que eux-mêmes
sont en train de privilégier, ils disent il faut aller vers là, et en même temps, ils empêchent qu'on y aille. Alors, pour qu'on comprenne bien, la Cour internationale de justice, qui est basée à La Haye aux Pays-Bas, a commencé hier justement à examiner des requêtes, une cinquantaine de pays, des organisations également, pour mesurer les conséquences juridiques de l'occupation des territoires palestiniens, qui date de 1967. Sur quoi ça peut déboucher? Écoutez, là, actuellement, comme vous le dites, il y a des auditions donc dans la salle solennelle. Ça doit durer une semaine. Hein. Ça va durer encore plusieurs 6 jours. Oui. Et là, lundi, ça a commencé par la délégation palestinienne, avec les avocats, dont des avocats français, britanniques, qui expliquent effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire quelles sont les conséquences politiques, juridiques de cette occupation. Et l'argumentaire des avocats, c'est de dire cette occupation est illégale, parce que toute occupation en droit international ne peut être que temporaire. Et là, évidemment, elle ne l'est pas. Et ne l'étant pas, elle induit beaucoup de conséquences terribles. Malki, le ministre des Affaires étrangères, a dit c'est très douloureux aujourd'hui d'être palestinien. Il résume tout comme ça. Alors qu'est-ce que ça va donner? Dans les prochains mois, peut-être 6 mois, peut-être un peu plus, il y aura un avis, car ce n'est qu'un avis non contraignant. Mais tout de même, si la Cour donne un avis, comme elle l'a fait en 2004 sur le mur, en déclarant que le mur était illégal, et bien si la Cour affirme que cette occupation colonisation est illégale, mais il parle de l'occupation là. La colonisation est une conséquence, évidemment. Ça approfondit encore les éléments qu'on peut donner sur l'occupation. Eh bien, ça voudra dire que la référence, c'est que nous sommes dans l'illégalité. Et je pense que la Cour va forcément aller dans cette direction, car ce qui se passe, évidemment, est une remise en question sur beaucoup de plans du droit international dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire le droit international dans ses dimensions générales, comme le droit à l'autodétermination, comme le droit humanitaire, par exemple, la 4e Convention de Genève. On va parler dans quelques instants de la politique intérieure israélienne, parce que ça semble bouger, bien après les manifestations contre le projet controversé de réforme juridique. Il y a eu des nouvelles manifestations hier, notamment demandant le départ de Benyamin Netanyahou. Mais d'abord, en parallèle de cette CIJ, à La Haye, le Premier ministre israélien dit qu'il n'y aura pas d'État palestinien, en tout cas pas avec les injonctions de la communauté internationale. C'est à nous de décider. Ça, c'est une vieille histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils souhaitent, c'est de rester dans un face-à-face, dans un bilatéral avec les Palestiniens, Palestiniens. Bien sûr, entre les Palestiniens et eux, les Israéliens, sachant qu'il y a une asymétrie absolue. Et que par conséquent, ils sont les maîtres de toute négociation et ils ont toutes les capacités de la bloquer. La seule solution, et là pour le coup, je crois qu'il y a, même aux États-Unis, on est d'accord là-dessus, s'il n'y a pas une intervention internationale, il n'y a aucune chance que des négociations entre Israéliens et Palestiniens aboutissent, surtout avec l'actuel gouvernement, qui en fait ne veut faire qu'une chose, davantage de colonisation, qui d'ailleurs en ce moment en Cisjordanie a considérablement augmenté, c'est véritablement emballé à tous égards, avec toutes les implications que ça donne. Et donc, il voudrait pouvoir rester en tête-à-tête, si j'ose dire, mortifère avec les Palestiniens, en fait, pour liquider la question palestinienne. C'est ça l'objectif de ce gouvernement. Alors, on le disait tout à l'heure, autour du 10 mars, début du Ramadan, et le ministre israélien de la Sécurité nationale en Israël dit, en allant contre l'avis des responsables de la sécurité israélienne, que les fidèles musulmans ne pourront pas prier sur l'esplanade des mosquées durant ce mois du Ramadan, à l'encontre donc des services de sécurité israéliens. Est-ce que ça peut provoquer un nouveau front, si je puis dire, à Jérusalem-Est? Bien sûr, c'est un lieu très particulier, très important. C'est de là qu'était partie la deuxième. Bien sûr, d'ailleurs, oui, on appelle ça l'Aqsa. Bien sûr, l'esplanade, c'est quelque chose d'absolument majeur. C'est un lieu d'incandescence à tout moment. C'est là que ça peut brûler et s'enflammer très vite. Et là, ce que fait Smotrich, car vous parlez de Smotrich, c'est-à-dire l'extrême droite fasciste et raciste, veut en fait limiter l'accès aux musulmans et sans doute au contraire privilégier l'accès qui est interdit par le statu quo de citoyens israéliens juifs qui pourraient aller prier. S'il y a des citoyens juifs qui vont prier, c'est vraiment remettre en question le statu quo. Et si on touche à cela, il est évident que là, ça aura des conséquences extrêmement graves, aussi bien chez les Palestiniens, mais plus globalement dans le monde arabe et dans le monde musulman, sachant que le gardien de ce statu quo, c'est la Jordanie, qui est aux premières loges. On a vu le roi Abdallah, qui était à Washington, qui a beaucoup voyagé ces temps-ci, qui est venu en France, enfin bref, qui est
très concernés et qui va l'être davantage encore dès lors que Jérusalem se trouve effectivement dans ce risque d'incandescence. Alors, on sait que Benyamin Netanyahou a eu des démêlés avec la justice, que ce n'est pas fini. Arnon Bar-David, qui est chef de la puissante organisation syndicale de Histadrout, accuse le Premier ministre israélien Netanyahou d'avoir conduit, je cite, le pays au bord du gouffre, de n'avoir pas su empêcher les attaques du Hamas le 7 octobre, et il menace de rejoindre le mouvement de contestation, donc avec ce puissant syndicat. Benyamin Netanyahou dit de toute façon les législatives, elles auront lieu dans quelques années, conformément aux règles. Comment qualifiez-vous l'attitude du Premier ministre israélien ? Une fuite en avant mortifère. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'a pas su prévoir ce qui s'est passé le 7 octobre. Et ensuite, cette guerre, elle est liée à beaucoup de facteurs, mais parmi ces facteurs, il y a le fait qu'il est lui-même en train de jouer sa survie politique. Le jour où la guerre s'arrête, il se retrouve face à beaucoup de contestations, beaucoup de critiques de toute nature. La responsabilité sur le 7 octobre, la responsabilité dans cette guerre, le rapport aux otages, car pour l'instant, il en a fait libérer que quelques-uns et il en reste beaucoup, d'autres sont morts. Donc il a effectivement... Et puis, il y a tout ce qui s'est passé et qu'on a déjà oublié, mais que vous venez de rappeler, pendant des mois, son gouvernement voulait remettre en question l'état de droit et en particulier dévitaliser la Cour suprême. Donc il y a beaucoup de choses qui l'attendent dans une critique qui va s'accumuler. Quant aux élections, c'est pas lui de décider, c'est en fait la coalition qui décide. C'est-à-dire s'il y a un parti qui se retire de la coalition, ça veut dire qu'il n'y a plus de majorité et dans ce cas-là, il faut faire des élections anticipées comme il y a eu plusieurs fois en Israël ces 3 dernières années où en fait on a eu 5 scrutins en l'espace de 3 ans. Donc il est évident qu'il peut y avoir des élections législatives et à mon avis, au moment où la guerre s'arrête, ce que vous évoquez va se produire tous azimuts, surtout si Histadrout, derrière la grande centrale syndicale s'en mêle aussi, les mouvements de protestation reprendra, il y aura beaucoup de choses, il y aura des contrats réglés. Et au sein même de la coalition. Est-ce que ça peut se durcir avant la fin de la guerre à Gaza ? Se durcir comment Le mouvement de contestation. Je pense que là, on est dans un point d'équilibre, c'est-à-dire que la guerre est quand même la priorité. Par conséquent, il y a quand même un minimum d'unité nationale, même si on voit bien les fissures qui apparaissent et à un moment, ces fissures vont se produire et éclater dans tous les sens. C'est bien clair. J'aimerais vous entendre, parce qu'on dit toujours est-ce qu'il y a un risque d'embrasement, mais de fait, dès le 8 octobre, lendemain des attaques du Hamas, il y a des affrontements quasi quotidiens entre le Hezbollah libanais et l'armée israélienne, nord d'Israël, sud du Liban. Aujourd'hui encore, des raids israéliens ont fait 14 blessés. L'armée israélienne dit avoir visé des dépôts d'armes du Hezbollah. Le mouvement chiite libanais dit nous ne voulons pas de guerre ouverte contre Israël, mais nous nous tenons prêts. Est-ce que c'est inéluctable ? Il y a des observateurs qui commencent à dire que de toute façon, le front va finir par s'ouvrir. Moi, je crois que personne n'a intérêt à l'élargissement du front, d'où ces affrontements, on dit limités, mais ça fait quand même beaucoup de morts et beaucoup de dégâts. Mais donc, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils veulent. Mais il est évident que ça peut leur échapper, à un moment ou à un autre, il peut se passer quelque chose et il peut y avoir un embrasement. C'est une hypothèse qu'il faut évidemment garder à l'esprit. Et en sachant qu'en mer Rouge, c'est déjà très... Et il y a la mer Rouge. Et puis, n'oublions pas qu'en Cisjordanie, il y a une situation terrible. Sauf que là, l'armée a littéralement étouffé et encerclé différentes villes qui sont quand même distantes chacune de plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui fait qu'on ne peut plus circuler du tout en Cisjordanie. Mais là, ce qui se passe en Cisjordanie est aussi très grave et ça va à l'avenir produire aussi des choses malheureusement d'une grande violence. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnolot d'avoir répondu à nos questions. Donc dans ce grand angle sur la situation au Proche-Orient et plus précisément à Gaza et en Israël.